Bonjour tout le monde, ici Yannick Yao. Bienvenue pour ce nouveau numéro de l'expérience Yannick Yao. Aujourd'hui, je suis accompagné. J'ai gardé mon texte avec une jeune femme. C'est pas du tout une jeune femme. Je suis accompagné pas d'un jeune homme, mais d'un homme qui vous perturbe au premier abord, comme vous le connaissez pas, puisqu'on a échangé par message. Ouais. J'étais perturbé par les réponses que je recevais. Ouais. Jusqu'à présent, jusqu'à maintenant. Et maintenant, je suis rassuré. Donc, je vais vous le présenter. Et même pas, il va se présenter. Fréjus. Bonjour. Oui, donc je suis Fréjus Amblé, c'est ainsi sur tous mes profils, Facebook, LinkedIn, Viadeo, etc. Alors, je suis le directeur général du cabinet international Talentedness, qui est un cabinet qui est spécialisé dans la formation, éducation et parenting. Voilà. Ok. Avant d'aller sur Talented Next, quel est le problème avec le Garba le matin? Non, c'était juste une manière de plaisanter. Attends. Il faut que je remette le contexte pour les gens qui vont nous écouter. Quand je l'ai abordé, je lui ai dit, viens à mon podcast. Il a dit oui. Et après, il a commencé à me dire, j'espère qu'il y aura Garba. J'ai dit, Je n'ai même parlé à ma femme. J'ai dit, je sais pas si ce gars rigole, je sais pas si c'est sérieux, est-ce qu'il faut que je lui apporte ça? Donc, qu'est-ce qu'il y a le Garba? Le matin, est-ce que c'est obligatoire ou c'est comment? Non, c'est une manière pour moi de taquiner les personnes, étant donné que nous sommes en crise et que nous, en tant que coach, on a l'obligation de faire sourire les personnes. Donc, c'était une manière de déconner. Sinon, personnellement, le GABA, je vais dire, ça fait au moins 7 mois que je n'ai pas encore mangé de GABA. Ok. Voilà, donc, c'est vrai. Donc, si vous êtes en contact avec Fréjus, dans un premier temps, il vous parle de Garba, sachez que c'est pour déconner. Ouais, je vous déconne, franchement. Donc, Talented Next. Ok. Est-ce que tu peux développer Talented Next? Ça fait combien de temps que tu as créé cela? Il faut dire que Talentedness, nous sommes au produit fini. D'accord. Mais Talentedness, pas d'une association. D'accord. D'une association. Donc, on a juste créé une association parce qu'il fallait avoir des papiers Ok. pour travailler. C'est quand vous avez commencé cette association? 2014, 2014, qui fait 6 ans maintenant. 6 ans. Ok. Donc là, je travaillais pour un cabinet qui voulait faire ce qu'on appelle de la gestion mentale en Afrique. Je ne sais pas si tu as déjà entendu. Non, pas du tout. C'est la Donc, première la fois. gestion mentale, c'est de découvrir le processus mental D'accord. qu'un individu, donc un apprenant, met en place pour apprendre. Donc, essayer de voir ce mécanisme-là, est-ce que c'est le bon mécanisme? Donc là, moi, je bossais dans cette entreprise-là en tant que responsable qui était chargé de coordonner les rendez-vous, etc. Et donc, c'était un nouveau projet en Afrique, je vais dire. Et là, on se met à sillonner les écoles. Et puis les gens disent, mais on ne sait pas de quoi vous parlez. Vous travaillez sur l'esprit, c'est dangereux en fait. Est-ce que toi-même, tu savais de quoi tu parlais? Franchement. Mais il y a quelque chose qui m'avait plu. Parce que souvent, j'assistais aux formations. Ok. Puisque le cabinet avait recruté des personnes pour les former. Mais Yannick, la magie avec ça, après formation, tout le monde a disparu. Comment ça se fait? Ah, ils n'ont rien compris, ils disent c'est difficile en fait. Et là, tu vois, moi je suis coincé parce que là, moi je suis sur le terrain. Moi je montre aux écoles, mais c'est un truc de malade, c'est efficace, ça peut vous permettre d'avoir de meilleurs résultats. Et puis les gens ont fui. On me dit, Fréjus, il y a une école qui m'accepte. D'accord. Le cours secondaire méthodiste de Côte d'Ivoire, ils ont une filiale à Yopougon, Niango. D'accord. Donc là, le directeur, il m'appelle. Il dit, mais j'ai déjà entendu parler de ça, mais Fréjus, tu m'as parlé de ça, il faut qu'on commence. Il dit, non, mais les formateurs m'ont fui. Il dit, non, mais il faut venir. Ah, Yannick, ça devient compliqué, hein. Donc, tu étais tout seul? Tout seul. D'accord. Et le cabinet même ferme. Ok. Et il plie bagage. D'accord. Donc là, je suis seul. Il fait comment? Ah, dis-nous, tu fais comment? Dans l'entreprise, j'étais quand même un peu important. D'accord. Parce que tout ce qui était enquête, c'est moi qui avais monté ça. Ouais. Pour cibler les difficultés d'apprentissage, etc. Donc, je vais simplement voir un ami, j'ai dit, fais-moi un logiciel, qui va me permettre de dépouiller plus facilement. Parce que le type me dit de venir gérer plus de 1000 élèves. Ok. Yannick, il fait comment? Je sais pas. Il faut un logiciel. D'accord. Donc, mon ami, très généreux, il me dit, Fréjus, tu ne payes même pas 5 francs. Je fais ça pour toi. Il s'appelle comment? Parce que si tu n'es pas payé pour... Nyongwe Eric. Ok, Nyongwe Là, Eric. actuellement, il y a Alliance.
Côte d'Ivoire, il est très brillant. Donc, il me fait ce logiciel-là. Et puis, moi, je retourne dans l'école. J'ai dit, bon, en attendant de réfléchir, j'ai dit, bon, voilà ce qu'on va faire. On va faire une enquête. Mais vraiment, avec le costume, s'il te plaît. Le costume, tout le sérieux d'un expert. J'ai dit, non, on va faire une enquête par classe, par niveau, pour déterminer les difficultés d'apprentissage. Un vrai chercheur. Ah oui. C'est comme ça qu'on fait, tu décortiques dans le détail. Et le directeur me dit, c'est parfait. Mais je ne savais pas qu'il avait reçu une lettre de sa direction générale. Qui disait? Qui disait que ce que tu es en train de faire là, tu travailles directement sur le cerveau des enfants. C'est dangereux. D'accord. Donc, on n'a pas 5 francs à te payer. Ok. Dis au type, on n'a pas 5 francs à lui donner. D'accord. De deux, Ok. si c'est chaud, vous payez ça. C'est-à-dire si c'est chaud. Non, si ça ne marche pas, parce que c'est une école qui est déjà renommée en fait, D'accord. qui a déjà ses résultats. Ils sont 2e nationale, Ok. derrière les catholiques. Ok. Donc, ils disent, si cette année on n'a pas de résultats, dis à ton gars qu'il sera poursuivi. Ah d'accord, parce que d'après eux, si ce que tu fais fait qu'ils n'arrivent pas au même niveau minimum qu'auparavant, c'est-à-dire qu'ils vont te poursuivre. Très bien. Ok. Mais le directeur, il prend le risque. Hein. D'accord. Ça, il ne me dit pas, c'est carrément à la fin, il me dit. Et donc, je fais l'enquête, je fais un rapport qui dit les enfants ont des problèmes de concentration, de mémorisation, de techniques, de méthodes de travail. Ils ne savent pas comment, par exemple, étudier mathématiques, etc. Mais tu sais pourquoi cela? Oui, donc comment je vois le rapport, Ouais. donc je me souviens maintenant de toutes les petites formations que j'avais suivies au cabinet. Et je viens compléter sur Internet. Donc, je regarde, mais un enfant qui n'a pas la concentration, c'est quoi, etc. Donc, je devais donner une fois 1 heure par classe dans la semaine. Et le jeudi, principalement, je venais là en tant qu'un expert. Donc, le jeudi, l'école m'a donné un bureau. Je suis assis comme toi et moi. Et puis, je reçois les élèves qui viennent me dire, mais monsieur, on a essayé telle méthode, ça marche, mais celle-là, ça ne marche pas. Et là, moi, je dois me débrouiller pour trouver une autre méthode pour lui. D'accord. Donc, je fais ça sur 2 mois, parce que nous étions carrément à 3 mois de l'examen. Et pour me tester, la direction a validé que les cas de 3e et terminale, pour voir est-ce que ce que j'enseignais était efficace. D'accord. Et là, donc, moi, j'ai fait 2 mois, et puis l'école commence à faire les révisions. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a eu le meilleur élève de toute la Côte d'Ivoire BPC. Grâce à ta méthode. Grâce à la méthode. Il était déjà bon auparavant et tu as apporté quelque chose qui a fait que, boum, il a accéléré ou il était... Bien sûr, bien sûr. Et comment moi je sais ça? Donc, un matin, mon téléphone, il sonne, je vois un numéro de fixe. C'est qui ça? Et on me dit, allô, c'est Zamblé Fréjus. Il dit oui. Alors, on a besoin de voir la direction générale des écoles méthodistes. Là, je me rappelle qu'on m'a dit qu'ils allaient me poursuivre. D'accord, tu pensais que c'était quoi la poursuite là? Ah oui, donc là j'ai peur. Hein. D'accord. Donc j'appelle un ami et puis il m'accompagne à la direction générale des écoles méthodistes, à Toban là. Et j'arrive, on me dit non, c'est le directeur même qui t'a convoqué, le directeur général. Ah. On se rend au bureau du directeur général, sa secrétaire n'était pas là. Donc c'est lui-même qui sort et puis il me salue. Il dit, c'est ta frère Zamblé? Il dit oui, il dit, entrez s'il vous plaît. Ah bon, j'étais au moins rassuré parce que j'ai pas vu de policiers, etc. Et là, il s'élève encore, il me serre la main. Il dit, mais félicitations. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, on a eu le meilleur élève de toute la Côte d'Ivoire BPC. Et grâce à toi, l'école a enregistré un pourcentage jamais atteint depuis qu'elle est construite. Ah, bon, construite, moi, je pense 2-3 ans. Mais c'est une école qui a été construite, je n'étais pas encore né. D'accord, tu es né dans quelle année comme ça? 89. T'es en 4. Ok. 89. L'école, c'est une affaire de 77, quelque chose comme ça. D'accord. Tu vois, et là, je suis étonné. Donc, au BPC, on a enregistré 98,66%. Au bac, c'est merveilleux. Donc là, alors moi, ce que je vais vous demander, M. Zamblé, déjà, l'État nous a appelé. Demain, on doit aller encaisser 10 millions à cause de l'élève qu'on a eu. D'accord. D'accord. Donc, félicitations. Vous allez simplement descendre pour voir la direction pédagogique, pour voir comment est-ce que vous partagez toutes ces méthodes-là. Et c'est quand j'arrive là, on me demande, mais tu travailles en tant que qui? Entreprise? Et là, j'ai dit, bon, oui, je travaille en tant qu'une entreprise.
On dit, OK, donc on a besoin des papiers pour le partenariat. D'accord. Et donc, quand je sors de là, je demande aux amis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Juste avant, tu avais l'association qui était déjà Non. là? Même pas, il n'y avait rien. J'étais seul. Ok, tu avais fait la formation avec les autres. Comme ça. Les autres sont barrés, il n'y a Ouais. plus rien, et tu étais toi et toi. Moi seul. Ok, ça marche. Donc, c'est quand je sors de là, quelqu'un me dit, mais il faut plutôt faire une association. Parce que là, tu n'as rien à payer. Donc, fais ça d'abord. Ok, développe un peu. C'était quoi les avantages d'être plutôt en association que dans une entreprise directement? Une association, en fait, tu n'as pas les impôts. Ok, Tu vois, les papiers, donc c'est 2000 combien de francs tu payes à la préfecture ok, pour faire les papiers, les récépissés en fait. ok. Voilà, au bout d'1 mois, tu as tes papiers, tu commences à travailler. Mais comment ça se passe? Puisque je n'ai jamais fait d'association personnellement. Je ne D'accord. sais pas du tout le système. Comment ça se rémunère? Puisque j'entends des associations qui n'ont pas le droit de se rémunérer. Je ne comprends rien. Non, en fait, une association, tu n'es pas créé pour faire du business. D'accord. D'accord? Et c'est ce qui fait que tu es exonéré des impôts. Ok. Tu vois, donc tout ce qui est taxes, etc., tu n'es pas là-dedans. D'accord. Donc ça te permet facilement aussi d'avoir des rendez-vous avec des institutions qui soutiennent des organisations. Mhm. Vous voyez, donc ça, c'était vraiment la stratégie de mon ami lorsqu'il m'a dit de faire une association. D'accord. Donc, et puis, faire une association, ça ne te demande pas plus de 5 000 en fait. D'accord. Ok. 5 000 francs, donc c'est moins cher. À l'époque. Oui, à l'époque. Tu Même sais, maintenant. même maintenant, c'est Parce que récemment, j'ai créé une fondation, Talentedness Foundation. Ok. Voilà, Comment j'ai pas dépensé plus. Ça marche. Donc, ça, c'était vraiment l'idée. Il fallait quand même avoir un bout de papier. Oui. Pour commencer. Donc, je crée une organisation et j'appelle des amis. Et là, on a un contrat avec la direction des écoles méthodistes. Ils nous disent, OK, bon, cette année, vous allez sillonner toutes nos écoles pour voir qu'est-ce qui ne marche pas là-bas. Et vous allez voir. Donc ça, tu vois, j'ai un gros défi. Il faut aller me faire former. Donc, là encore, je n'ai pas d'argent pour aller me faire former. Donc, je suis encore sur Internet et j'ai l'audace d'écrire à une structure française qui fait la gestion mentale. D'accord. Je lui ai dit, moi, je veux faire la formation. Ok. Et il m'envoie tout ce qu'il faut pour faire la formation. On tourne autour de 4 millions. J'ai dit, non, je vais faire la formation. Mais l'idée pour moi, c'était de voir comment eux-mêmes ils structuraient les formations. Mhm. Donc, quand ils m'ont envoyé la fiche de formation, il dit, attends, c'est ça que je vais aller apprendre là-bas. Hein. Bon, il va voir s'il peut trouver quelques informations sur Internet. C'est comme ça que je commence à me former. Notre cher ami Internet. Cher ami Internet. C'est merveilleux. Tu vois. Et là, tu vois, avec mes années de formation, j'ai compris qu'on peut être expert de deux manières. On peut être expert en expérience D'accord. et on peut être expert en études de cas. Parce que quand on va à l'école, on est expert en études de cas. Donc, C'est on ça. dit, si vous faites ça, ça va faire ça. C'est que de la théorie. Mais quand c'est expérience, c'est-à-dire, toi-même, tu vas chercher le problème. Et quand tu trouves le problème t'emmène à aller chercher les solutions. Absolument. Donc, honnêtement, c'est comme ça que j'ai appris, jusqu'à ce que j'apprenne qu'il y a une petite formation de 100 000 ici et que c'est la structure de France là qui vient. D'accord. Et moi, je m'inscris pour ça. Mais au cours de la formation, tu vois, quand la dame, elle pose des questions, T'étais déjà je réponds, tout ça. À la pause, elle me demande, tu as fait de la gestion mentale? J'ai dit non. Moi, mais je cherche à aller faire gestion. Elle dit, tu n'as plus besoin de faire ça. T'as déjà tout. Non, tu as un autre niveau, en fait. Attends, peut-être j'ai loupé un épisode parce que tu l'as dit, parce que des fois mon esprit se balade. C'est quoi exactement la gestion mentale? Donc, la gestion mentale, c'est la science qui permet de comprendre tout le circuit psychique. D'accord? D'accord. Comment les données sont transférées, etc. Et quel est le mécanisme mental qu'un individu met en place pour apprendre quelque chose. D'accord. Donc, l'idée pour eux, c'est de se rassurer, est-ce que c'est le bon mécanisme? Sinon, comment le récalibrer pour qu'on puisse avoir du résultat? C'est génial ce que tu dis, et c'est ce que j'avais vu, ce que je pensais avoir vu sur ton profil. Bien sûr. Je pense que l'école n'est pas faite pour tout le monde. Ou la manière d'apprendre à l'école n'est pas faite pour tout le monde. Jamais. Parce que tous les élèves sont différents par rapport à leur background, par rapport à leur structure familiale et tout. Ce qui fait que, encore plus ici que, je dirais en Europe, puisque je viens d'Europe, certaines fois, je ne sais pas si ça se fait encore, si les gamins ils se font chicoter ou pas quand ils n'arrivent pas à faire certaines choses. Mais il y a une telle pression mentale sur les enfants pour qu'ils réussissent à l'école, mais avec une méthodologie qui n'est pas forcément adaptée à tout le monde, en fait. Et je trouve que Talented Next, ce que tu fais est très, très important. Bien sûr. Sérieusement.
Après, je ne sais pas comment ça réagit au niveau des parents, ça réagit au niveau des écoles. Alors, c'est une très belle question. Tu sais, quand j'ai eu ce résultat-là, j'étais tellement content. Je me suis dit que il fallait que tous les élèves d'Afrique puissent avoir ma méthode. Concentration, mémorisation. Parce que finalement, quand j'ai eu le contrat avec les méthodistes et que je travaillais dans les écoles, c'était les mêmes difficultés, comme tu disais, de la pression, mais il n'y a rien derrière pour soutenir ça. Absolument. La seule méthode qu'on mettait derrière, c'est les cours de répétition, les cours de renforcement. Maintenant, je disais à un ami du Burkina hier qui m'a contacté pour son fils, il me dit, mais frère, je ne comprends pas, il a les répétiteurs, mais qui sont des professeurs même de lycée, etc. Il dit, mon frère, s'il a un problème de concentration, là, il faut prendre 10 répétiteurs par matière. Ça ne résout pas le problème. Tu vois. Donc, j'ai écrit au gouvernement, au ministère de l'Éducation, au DREN, etc. Et puis, personne ne m'a appelé. Il y a une institution qui m'a appelé, l'AFD, Agence française de développement. D'accord. Et la dame, elle s'appelait Julie Maline parce qu'elle n'est plus là. Ça fait quand même un peu longtemps. Elle est décédée? Non, elle a changé de pays. D'accord, ok. Elle a changé de pays. Elle reçoit mon courrier et puis elle m'appelle. Elle me dit, mais ce que je lis dans ton courrier là, je ne pense pas que c'est possible en Afrique. D'accord. J'ai dit, mais comment ça? Elle dit, non, le travail que tu fais là, c'est trop intéressant. Je te donne une audience immédiate, demain. Ok. Mais est-ce que tu as des supports de cours, tout ça? Parce que j'avais quand même écrit, j'avais écrit mes cours, tout ça. C'est dans un document. D'accord. Et donc, je me rends à l'AFD. Et puis la dame me dit, mais frère, tu sais, est-ce que tu sais que tu fais de l'éducation? Entre autres, ouais. J'ai dit, oui, je sais. Elle dit, non, tu ne sais pas. Oui. Tu ne sais pas. Oui, mais c'est grave ce que je vais dire. Elle me dit, tu as écrit au ministère? Il dit, oui. Elle dit, ah, tu vois, tu ne sais pas que tu fais de l'éducation. Il dit, si. Elle dit, non, tu as écrit au DREN? J'ai dit, oui. Elle dit, ah, tu vois encore que tu ne sais pas. J'ai dit, ok, bon, comme nous sommes une audience, nous sommes là pour apprendre. Merci de m'instruire sur la question. Elle me dit, Fréjus, et là, Yannick, ça va te faire flipper de ce que je vais dire tout à l'heure. Elle me dit, tu sais, il y a une différence entre l'éducation et la scolarisation. J'en suis persuadé. La scolarisation, c'est construire des bâtiments, rendre l'école plus ou moins accessible à tout le monde. Ouais. Mais on s'en fout si les gens y réussissent ou pas. Oui, c'est la norme. On s'en fout. Il y a un système qui est mis en place et tu suis ça et puis voilà, c'est fini. Donc, chacun va se débrouiller. Exactement. Tu vois? C'est pourquoi, mon cher ami Fréjus, tu vas voir que toutes les publicités de l'État, c'est on construit 5 000 classes, on donne 15 000 bancs, on fait école obligatoire, école gratuite. Maintenant, il y a te poser 2 questions pour te rassurer. Alors, Fréjus, dis-moi le nom d'une école qui forme les enseignants du supérieur en Afrique. Je n'ai pas dit encore du moins, j'ai dit toute l'Afrique. Et je voulais dire l'ENS. Elle me dit, Fréjus, réfléchis bien. C'est quoi l'ENS? École, c'est une école qui forme les professeurs de lycée et de collège. D'accord. J'ai dit non, elle dit ça n'existe pas. Ça n'existe pas. J'étais choqué, quoi. Et c'est là que je me suis rendu compte que, tu vois, les enseignants qui sont dans les grandes écoles, ce n'est pas des professeurs, en fait. Donc, toi, tu as un master, tu décides d'enseigner, tu enseignes, on s'en fout. Tu arrives au doctorat à l'université, tu es enseignant, on s'en fout. C'est quoi même encore? Et là, il me précise que, tu vois, les meilleurs enseignants de l'université sont ceux qui ont gravi des échelons. Donc, par exemple, il y a des gens qui étaient professeurs, donc ils ont eu la pédagogie de l'ENS, tu vois, et puis ils ont gravi les échelons jusqu'à ce qu'ils soient professeurs d'université. Eux, là, ce sont des bons professeurs. Mais tu vois, il y a des gens qui vont directement jusqu'au doctorat. Tu vois, et quand ils arrivent au doctorat, tac, immédiatement, on leur propose d'enseigner. D'accord? Et ils commencent à enseigner. Maintenant, deuxième question pour toi, Fréjus. Donc là, je suis choqué parce que ça n'existe pas. Deuxième question, il me dit, dis-moi en quelle année est-ce que tous les enseignants qui sont sortis des CAFOP, le CAFOP, c'est une école qui forme les instituteurs. D'accord. Tu vois, des CAFOP et de l'ENS, retenus en formation continue. Je suis bloqué, Yannick. Elle me dit, tu vois, donc ça, c'est la scolarisation. D'accord. Maintenant, toi, tu viens avec un système. Tu dis, comment amener tous les élèves à réussir? Ça, c'est de l'éducation. Qu'est-ce que l'éducation? L'éducation est la scolarisation dedans.
Seulement que dans l'éducation, on va se rassurer qu'un enfant qui rentre au CP, il est petit. Et qu'on est convaincu qu'au fur et à mesure qu'il grandit, il va traverser des classes d'âge qui peuvent être des sources de turbulence. Et ça risque de le faire décrocher. Donc, par rapport à ça, les enseignants eux-mêmes seront actualisés à la psychologie de l'apprentissage, psychologie des enfants, de la famille, etc. Dans l'éducation, on va associer les parents. Donc, il y aura des clubs de parents dans les écoles qui eux-mêmes seront formés à la psychologie des enfants au XXIe siècle. Ils précisent au XXIe siècle. Quels sont les outils qu'on doit avoir pour éduquer efficacement son enfant? Comment on s'intéresse à sa scolarité? Et derrière, on met des experts. Des psychologues, des anthropologues, des sociologues, des psychiatres, etc. Donc, les sociologues, les anthropologues, ils vont étudier, ils vont dire, Yannick, les enfants qui sont rentrés à l'école en 2020, là, quand on regarde leur comportement, on pense qu'on aura une crise en 2025. D'accord. Et les psychologues, eux, ils prennent les dossiers, donc ils étudient le comportement, et puis ils disent, on pense qu'on aura ce problème-là. D'accord. Et ils donnent le dossier maintenant aux spécialistes de la gestion mentale. Eux, ils vont écrire l'information, tu vois, avec leurs amis psychologues, tout ça, pour trouver quelque chose de précis. Les deux corps que tu viens de dire, eux, ils prennent les datas, ils te les transmettent à toi, et après, c'est à toi de... Non, en principe, c'est le schéma. Je suis en train d'expliquer le schéma de l'éducation, en fait. D'accord, ok. Tu vois? Ouais. Donc ça, c'est l'éducation. Mais tout ça, l'objectif, c'est de faire réussir l'individu. Absolument. Tu vois? Donc, dans l'éducation, on ne parle pas de renvoi. On parle de transmission. Donc, si moi, je n'arrive pas à être bon en seconde C, on regarde, on m'étudie, on dit, mais c'est quoi le défi? Mais où est-ce qu'il peut réussir? Donc, peut-être on peut m'enlever en seconde C et puis on me transfère dans un autre système. Par exemple, pour apprendre la pâtisserie. Parce que peut-être c'est là-bas que je me sens à l'aise. Et puis, il y a l'argent dans la pâtisserie. En plus. Tu vois? Donc, ça, c'est l'éducation. Donc, Fréjus, tu vois, là, tu es en train de parler de l'éducation et tu veux travailler avec le ministère. Ils ne vont jamais t'appeler. Parce qu'ils font scolarisation. Donc, quand ils lisent ton dossier là, voilà, c'est du n'importe quoi. Mais si tu ne me crois pas, moi, je te donne un rendez-vous immédiat à l'ambassade de France. D'accord. Donc, devant moi, elle prend son téléphone, elle appelle l'ambassade de France. Elle dit, mais j'ai un gars ici, là, mais il fait des choses merveilleuses. Recevez-le, vous allez l'écouter. On va à l'ambassade de France, elle dit, mais Frégis, elle dit que tu fais de l'éducation. Elle dit, oui, c'est ça. Elle dit, non. Et elle me dit la même chose que l'AFD. D'accord. L'ambassade de France, c'est tellement stupéfait de ce que je fais. Ils prennent le téléphone, ils appellent l'UNICEF. Immédiatement. En disant, UNICEF, il faut que vous recevez ce monsieur-là. On me reçoit aussi là-bas. Okay. On m'envoie aussi après à l'UNESCO. Donc finalement, j'ai compris que j'étais dans un système qui était contre les enfants. Et que pour moi, il fallait développer pour surtout les sauver. Rapproche le micro de toi, parce que tu es je ne sais pas s'il est contre les enfants. Je pense qu'il est juste là. Il en déphasage. Les personnes qui sont... Exactement. Les personnes qui sont là, je pense qu'au départ, quand elles rentrent, elles veulent effectivement apporter le meilleur aux enfants. Bien sûr. Je pense dans mon âme et conscience que l'être humain est foncièrement bon. Et dans un premier temps, je suis d'accord. Maintenant, vu l'énormicité de la tâche, parce que tous les organismes que tu as cités, ce pas des petits organismes. Si. Ils te disent tous la même chose, c'est-à-dire qu'ils sont déjà au courant de cela. Bien sûr. Donc, est-ce qu'ils ont une volonté de faire bouger les lignes? Je ne sais pas, il y en a qui sont déjà dans leur confort, ils gagnent leur vie tranquillement, ça se passe comme ça se passe, il y a des enfants qui vont réussir, des enfants qui ne vont pas réussir, donc c'est un peu chaud pour toi. Oui, c'est chaud, mais c'est intéressant. De te couper, hormis les établissements privés qui, eux, parce que les élèves, ils payent une scolarité qui est un peu plus élevée, les parents seront à même de vouloir payer effectivement ce plus-là pour pouvoir effectivement faire que leur enfant il atteint certains objectifs et tout. Mais si on parle de l'école publique et tout, j'ai l'impression que ça va être compliqué, quoi. Difficile. Et c'est ce qu'on m'a dit à l'UNICEF. L'UNICEF m'a dit, tu sais, pour que l'État puisse t'écouter, ça ne sera pas maintenant. Ah oui, parce que les lignes sont tracées. Absolument. Et c'est là-dedans qu'on fonctionne. Tu vois, donc peut-être même si tu veux travailler avec nous, on va te mettre en suivi évaluation sur 10 ans. Alors moi, je pense que 10 ans, tu n'as pas ce temps-là. Donc, ce que je vais t'encourager, c'est de travailler avec les écoles privées. Avoir du résultat. Et tu vas tellement avoir du résultat que, tu vois, ils seront coincés. Et quand ils seront coincés, en ce moment, tu vois aussi que tu es devenu grand. Ils seront coincés si, effectivement,
les gens en parlent tellement que... Voilà, Bon, justement. si les gens n'en parlent pas, bon, ça reste dans le cocon et tout, quoi. Justement. Donc, Donc là, après, ils seront très intéressés par ce que tu fais. Mais tu vois, tu auras du résultat et tu auras grandi en termes d'entreprise. Donc, quand ils comprennent que tu es grand, tu as du résultat, tu as des outils efficaces, tu as la technologie, tout ça, tu vois, ça les emmène à bosser avec toi. Donc, ça, moi, tout de suite, ça m'a donné une idée de venir. Donc, c'est à la suite de là que j'ai créé mon organisation. Ouais. J'ai travaillé avec ça, j'ai eu un peu d'argent. J'ai eu un peu d'argent. Donc, j'ai construit une première entreprise avec des amis qui voulaient venir, en tout cas, s'asseoir dans une entreprise. D'accord. Mais ils n'avaient pas la vision. Ils n'avaient pas la vision. Donc, on a bossé un an et demi. On a eu certains contrats, mais je n'étais pas à l'aise. Parce que j'avais l'impression que, tu vois, on pouvait faire plus. Parce que jusque-là, on n'avait pas encore écrit des livres. Moi, tout le monde me disait, mais frère, il faut que tu écrives des livres pour impacter plus. Parce que tu ne peux pas aller à Korogo, au nord du pays. Mais si tu as des livres, les livres peuvent arriver là-bas. Absolument. Ça peut changer la vie des enfants. Ils ont Internet à Korogo? Comment? Est-ce qu'ils ont Internet à Korogo? Bien sûr. Ok. Bien sûr. Ton livre, Internet, il faut que tu utilises tout. Ouais. Tu vois, donc là, ça m'a énervé un matin. Je disais, non, moi, vous ne pouvez pas me mettre en retard. J'ai dissous l'entreprise. J'ai dissous carrément l'entreprise au CPC. Et j'ai recréé une autre entreprise, moi seul. Tu vois, où j'avais quand même la possibilité d'avoir toutes les manettes en place. Ouais. Et après, des amis stratèges sont venus me rejoindre pour voir comment on développe le business. Ouais. Et c'est ainsi qu'on a créé Talented. Excellent. Ouais. Excellent. Et ça fait combien de temps, t'as été un an et demi? Oui, un an. Un an et demi. On va dire un an. Donc, tu es un entrepreneur. Bien sûr, 100%. D'accord. Avant 2014, qu'est-ce que tu faisais avant 2014? Yannick, il faut dire que moi, j'ai eu un parcours exceptionnel. D'accord. Parce que tu sais, quand on fait la liste des gens qui ne devaient pas réussir, mon nom est en première position. Non, je pense qu'on se challenge. Tu vois? Je suis avec toi, on se challenge. Tu dois être peut-être là, moi je dois être là, mais... Tu vois? Non, parce que tu vois, en 2011, en Côte d'Ivoire, il y avait une crise. Absolument. Moi, j'étais en première année parce que j'ai eu le bac en 2010. Tu vois? Donc, ils ont fermé l'université. Nous, on était qu'en première année en philosophie en plus. Philosophie, donc ils ont fermé l'université et puis moi, je suis rentré en famille. Ouais. Et 2012, mon père est décédé. D'accord. Donc, tu vois, j'étais obligé d'abandonner l'université et puis chercher un boulot pour m'occuper de mon petit frère, de ma petite soeur et puis de ma maman. Ok. Pendant que l'école après a repris, les gens partaient à l'école. Ouais. Et là, moi, je me débrouillais. Donc, comme ça, j'étais devenu courtier d'un grand frère qui est même à Abidjan ici aujourd'hui. D'accord. Et je bossais avec lui. Donc, qu'est-ce que je faisais? Pour lui, je faisais ses courses, je partais à Korogo, puisque mon père était à Féké, c'est là-bas qu'il est décédé, on a notre maison là. Donc, moi, je faisais ses courses, j'ai retiré l'argent pour lui en banque, je faisais ses transactions, je partais gérer ses affaires d'Internet. C'est vraiment ça. Et quand j'ai fini une course, il me donne 2000, 3000, 5000, ça dépend de la course. Il m'avait donné une moto, un ordinateur, une clé Internet avec ses cartes de crédit. Et donc, ça, c'était ça mon boulot. Et tu sais, un jour, moi, j'ai fini de faire sa course. D'abord, là, le papa est décédé. Moi, je lui demande 600 000. 600 000 pour inscrire mes petits frères, gérer la maison, pour qu'ils puissent avoir là. Et puis, il me dit, non, écoute, la semaine prochaine, je vais te donner. Tu me rappelles ça. Mais Yannick, en vrai, il ne m'a jamais donné ça. Tu vois. Et après 2 semaines, il me demande, mais tu as demandé 600 000. Il a dit, non, j'ai eu un peu d'argent. Je demande maintenant 400 000. Tu vois, jusqu'à ce que je n'ai plus besoin de cet argent. Et puis il me dit, mais tu m'avais demandé l'argent. Je dis oui. Il dit, mais je peux te donner ça maintenant. Je dis, non, j'ai plus besoin de ça. Il me dit, mais comment ça? Il dit, non, tu vois, les 2000, 3000 tu m'as donné là. J'ai inscrit les petits, ils vont à l'école, j'ai payé le car, ils ont toutes les fournitures. Ma maman, ça va, elle a fait les examens de santé, elle a payé les médicaments. Et puis il commence à sourire. Il dit, tu vois, j'ai fait exprès. Il a vraiment fait exprès? Oui, il dit j'ai fait exprès. Okay. Parce que moi aussi, j'ai galéré quoi, pour être là où je suis. Mais tu sais, il va te dire quelque chose. Tu es un petit très intelligent. Tu es très courageux. Tu as abandonné l'université, ça c'est un sacrifice. Mais tu vois, tu ne vas pas laisser l'université. Tu ne vas pas laisser les études. Non, tu ne vas pas finir comme ça. Supposons que moi aujourd'hui, mon boulot est gâté
mon contrat fini, je rentre. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Non. Ici, c'est pas ta place. Ta place, c'est pas ici en tout cas. Donc, tu vois, désormais, tu vas aller à l'école. Mais tu ne vas plus aller à l'université, t'asseoir matin jusqu'au soir. Tu vas faire une certification. D'accord. À l'international, s'il te plaît. Okay. Et donc, on check et on voit une certification Art of Management. Okay. Donc, en français, c'est Art de la gestion stratégique gagnante. Ça coûte 1,7 million. Il dit, oui, c'est ça que tu vas faire. Donc, maintenant, moi je vais te permettre d'économiser. Donc, si je dois te donner 2000, je te donne 1000 francs, je garde 1000 francs. Ok. Si je dois te donner 5000, je te donne 2500 et garde 2500 moi. L'argent qu'ils mettaient de côté, là, c'était pour payer cette certification. C'était pour payer cette certification. Et au bout d'1 an, j'ai réussi à avoir un peu. Et avec son grand cœur, il complète et je fais la formation en ligne. Ça devait durer sur 1 an. Donc, c'est quand j'ai eu cette certification, j'ai décidé de laisser la famille à faire parce que j'avais pu quand même trouver quelque chose pour qui se gère. D'accord. Et c'est ainsi que je suis venu sur Abidjan chercher un stage. Donc, c'est ainsi que j'ai eu le stage dans l'entreprise dont je parlais. Ouais. Et quand elle a fermé, j'étais seul. Tu vois, donc j'avais une petite maison à Yopougon, quelque part dans un gloglo. Donc, j'étais là-bas et j'étais seul. D'accord. J'étais seul. Donc, j'ai continué. Donc, je vais dire que depuis que je suis arrivé à Abidjan, c'est vraiment ce même boulot-là que je fais. Okay. Et ça, mes amis sont vraiment étonnés, parce qu'ils m'appellent, mais Joe, tu es dans quel business? Il dit, je suis dans mon business, là. Il faut que j'aide les enfants à devenir intelligents. Il dit, mais toi, ton affaire, tu ne laisses pas. Hein? Donc, honnêtement, c'est ça toute ma vie, quoi. Okay. Ça a vraiment été ça toute ma vie. C'est que ça que j'ai fait. L'histoire est extraordinaire. Ça me fait penser à, comme je regarde beaucoup les réseaux sociaux, et un peu plus LinkedIn, puisque c'est très professionnel, et je vois beaucoup qui disent, OK, lorsque certaines personnes postulent à des emplois, on va dire de ta génération, c'est-à-dire que ceux qui ont été réellement frappés au niveau scolaire lorsqu'il y a eu la crise. Ils disent, OK, parce qu'il y a eu la crise pendant 5 ans, pendant 10 ans, j'ai pas lu, j'ai pas écrit, machin. Et je trouve que ton histoire est assez balancée par rapport à automne. J'ai pas envie d'utiliser le mot excuse, mais je pense que certaines personnes n'ont pas compris que dans le monde dans lequel on est, il faut compter que sur soi-même. Mais pour de vrai. Bien sûr. C'est pas dire de ne pas apprécier les gens, de ne pas les aimer. Il faut bien comprendre qu'au bout du bout, il n'y a que toi et toi qui pourra faire quelque chose. Ouais. Et je trouve ça extraordinaire. T'es quel genre d'enfant quand tu étais plus petit? Quand tu avais 5 ans, 10 ans? En fait, moi, je suis le seul garçon de ma famille. Ouais. 5 enfants. Donc, dans le registre familial, parce que papa a eu des enfants à côté. 5 enfants dans le registre familial, je suis le seul garçon. Ouais. Et en vrai, avec tous les enfants autour que papa a eu, tu sais, ma maman, elle est extraordinaire, hein? Elle nous a élevés, nous tous. Vous êtes de quelle ethnie? Donc, moi, mon père, il est Gouro, ma maman, elle est Baoulé. D'accord. Otigba. Otigba. Donc, tu vois, la magie avec ma mère, c'est qu'elle disait toujours que il faut que tous les enfants se connaissent et aient la même éducation. Donc, même ceux qui étaient dehors, elle les a fait tous venir à la maison pour les élever. D'accord. Mais tu sais, en famille, ça mettait les autres en boule parce qu'on avait l'impression qu'il était le seul enfant. Parce que mon papa, il m'aimait énormément. Okay. Tu sais, moi je décide l'école que je veux faire. Et puis, mon père m'inscrit là-bas. Il n'avait pas grand moyen. Les vélos, un vélo sort, il me dit, Fréjus, tu veux ça? Il dit, oui, il m'achète. Mon premier téléphone, c'était un Samsung clapé. Ça venait juste de sortir 147 000 pour un enfant. Quand j'ai eu mon CP, il y a eu comme cadeau une montre plaquée. Tu vois, donc j'étais vraiment chéri. Et mon papa me disait toujours que, tu vois, tu dois être plus que moi. Tu dois être plus que moi. Et plus que lui, tu vois, il me disait toujours que, tu vois, tu dois aller loin. Et ça fait que ça a contaminé le quartier. Moi, les mamans là m'appelaient sous-préfet.
Oui, j'étais tout petit comme ça, 4 ans, 5 ans, sous-préfet, tout ça. Et même quand j'ai commencé à aller à l'école, quand j'avais de bons résultats, je me rendais compte que ma maman était plus contente, mon papa était très fier de moi. Donc j'ai eu vélo, au moins 3 vélos, 4 vélos, moto, il restait voiture et puis il est mort. C'est toi qui vas le faire pour toi. Oui, tu vois. Donc je vais dire que c'est tout ça, tu vois, qui a fait que je me suis dit, c'est pas fini. C'est pas fini. Il y a toujours quelque chose qui pouvait se passer. Et cette chose-là ne dépendait pas de quelqu'un. Ça dépendait de moi. Visiblement, tes parents ont un impact assez... Enfin, en tout cas, ils ont un impact sur toi. Quelles sont les 2-3 choses, tu dirais, que tu as appris de papa et les 2-3 choses que tu as appris de maman? Tu vois, moi, mon père, il n'était pas très fier de sa vie. D'accord. Tu vois, parce que, tu sais, le Nord, c'est qu'il est, il travaille à la SUCAF. C'est quoi la surclasse? À la SUCAF, et donc c'est eux qui font le sucre, là. D'accord, ok. Tu vois, et il y avait beaucoup de promotions qui ont été boycottées, etc., avec des médicaments, des fétiches, tout ça. Et tu vois, et quand il parlait toujours avec moi, il me disait, tu peux tout faire, mais ne viens pas bosser ici. D'accord. Ne reviens pas bosser ici pour subir ça. Mais tu vois, moi, je suis ici pour faire le maximum pour vous. Je fais le maximum pour vous. Et pendant que je suis là, il faut profiter, quoi. Il faut profiter. Donc, tu vois, chaque fois que j'étais en classe, je pensais à ça. Comment je fais pour avancer? La deuxième chose, mon père m'a appris à ne pas compter sur quelqu'un. Je ne sais pas si c'est bien ou mauvais ce qu'il a fait. Tu sais, nous, par exemple, il ne nous a pas appris à connaître tonton, tanti, tout ça. Il dit, votre tonton, votre tanti, votre boss, votre pauvre, c'est papa, c'est maman. Ok. C'est papa, c'est maman. Donc, imaginez-vous que nous ne sommes pas là. Vous êtes vous, seul. Donc ça m'a appris à ne pas compter sur quelqu'un. Mais c'est très réel, ça. Parce que même si tes tontons, tantis, ils ont la super volonté, il y en a qui ne peuvent pas. Non, il y a une réalité qui est là, il y en a qui peuvent vraiment oui, pas. Mais on l'a vu avec les funérailles de papa. Lorsqu'ils sont venus, ils disaient, non, mais tu vois, moi, je vais t'inscrire dans une super école. Non, mais toi, tu vas aller en France, mais toi, tu... Et puis mon boss d'alors me disait, Fréjus, tu sais, quand j'ai perdu mon père, tout ça, ils ont dit ça, hein, et puis ils n'ont rien fait. Donc, ne crois même pas en ça. Tu vois, donc ça, j'avais appris ça, quoi. Compter sur moi-même. Et la troisième chose que j'ai appris de papa, tu sais, c'était le boulot, quoi. Ouais, c'est un papa, bosseur. il aimait bosser. Il bossait, il aimait tout ce qui était bien fait. Était bien fait. Et moi, ça crée en moi le sens de la responsabilité. Parce que même pour payer les fournitures de toute la famille à la rentrée scolaire, ils partaient avec moi à la librairie de France. Je tenais les listes. Tu vois? Et puis, c'est moi qui commandais, je déposais. Donc ça, il m'a appris à faire ça. Moi, ma maman, c'est l'amour, quoi. Elle m'a toujours montré que, quel que soit ce que les gens vont faire, tu vois, mais tu es toi, quoi. Et si tu acceptes, tu vois, de pardonner aux gens, tu vois, ça va te permettre de plus avancer. Ça, c'est vraiment ma mère, quoi. Et l'autre chose que j'ai appris aussi de ma mère, c'était que la souffrance ne peut pas te tuer. Moi, ma mère, je vais dire, souvent, je lui demandais, maman, mais quand papa, il s'en va, il se promène, là, mais tu ne vois pas ça ou bien, faut partir. Elle nous disait souvent, tu vois, je suis là, mais c'est pour vous. Tu vois. Et que il faut aller au-delà des choses. Parce que si elle me fâche et puis je vais, mais celle qui va venir, elle pourra bien vous traiter. Je ne connais pas une seule maman. Et quand je dis maman, je pèse mes mots. Parce qu'il y a des femmes qui ont des enfants. Oui. Elles sont mamans biologiquement, mais pas forcément au niveau de l'amour. Ouais. Et moi, dans mon entourage, hormis certaines femmes qui, on va dire qu'elles sont uniquement mamans biologiquement, c'est toujours cet état d'esprit-là. Ouais. Je suis là pour toi. Oui. Même si, peu importe ce qui peut se passer avec le mari, je suis là pour toi. C'est ça. Et généralement, j'ai remarqué que ces femmes-là, ces mamans-là, elles sont très fortes. Oui. Elles sont aussi fragiles parce que, bon, c'est la nature de la femme, mais elles sont très fortes. Psychologiquement, elles sont très fortes. Physiquement, Oui. quand elles sont décidées à prendre soin de leurs enfants et tout, ça devient... Je dis ça parce que c'est un hommage que je rends à ma maman, parce que c'est comme ça que je la vois. Oui, elle a lutté.
Elle a lutté. Et ça, moi, ça m'a fait comprendre que, tu vois, elle a été là pour moi. Jusqu'à ce qu'après, les conditions de vie soient un peu maigres. C'est compliqué. Et qu'après, c'est à mon tour d'être là pour elle. Donc, tu vois, c'est toute cette énergie-là qui a fait que je ne me suis pas laissé... Tu vois, j'ai continué de travailler. Et honnêtement, Yannick, si tu me demandes est-ce que tu savais exactement où tu partais? Non. Mais je me disais que je suis une voiture, il y a le brouhaha, je ne peux pas humainement savoir les différents obstacles jusqu'à ce que j'arrive à une destination B. Et que c'est au fur et à mesure que j'allais avancer, j'allais pouvoir voir. Donc, tu vois, je fonçais. Quand je bossais encore pour le grand frère, c'était de 5 à 1h du matin. 5 à 1h du matin. De 5h à 1h du matin. De 5h du matin à 1h du matin. À 1h du matin. OK. Parce que lui, tant qu'il n'était pas encore couché, j'étais là, j'étais son bon petit. Et il va t'envoyer à la boutique. Mais toutes les fois que je le rencontre, je lui dis merci, quoi. Parce qu'il m'a montré que rien n'était impossible. De t'a formé. Ah, il m'a formé. Tu vois j'aime bien l'image que tu as donnée de la voiture qui avance dans un brouillard. Ouais. Je pense que c'est juste la vie qui est comme ça. Oui. Et encore plus maintenant, on va dire dans cette période de coronavirus. Et j'écoutais un gars ce matin, il disait ça, il disait... Et je posais cette question, dans ce podcast, tu te vois dans 5 ans et tout. Et je vois finalement que c'est important de se fixer un objectif à moyen long terme. Bien sûr. Mais tu te rends compte que la vie, ça peut aller beaucoup plus vite que ça et que tu vas pas forcément attendre ces 5 ans. Quoi. Bien sûr. Donc il faut vivre pour maintenant. Mais dire, je vais développer sur ça, parce que quand on dit pour vivre pour maintenant, les gens ils vont penser que il faut faire le show, tu dépenses ton argent et tout. Non, c'est profiter de la vie, effectivement profiter des gens que tu aimes et essayer au maximum, parce qu'il y a une réalité, tu dois bouffer et tout. Donc c'est Bien pas sûr. tout le monde qui peut devenir entrepreneur, c'est pas tout le monde qui peut faire les deux, avoir un emploi et être entrepreneur. En tout cas, essaie de trouver le maximum de ta voie pour profiter, parce que ça va tellement vite. C'est clair. C'est clair. Ok. Talented Next, on en est où Talented Next, présentement parlant, dans cette période de coronavirus, là, comment vous arrivez à gérer cela? Nous sommes en train de carrément digitaliser le système. Ok. Nous sommes en train de digitaliser le système parce que la petite histoire, c'est qu'au début de l'année, on n'avait pas envisagé, personne n'avait envisagé le coronavirus. Tu t'imaginais pas digitaliser ça? Tu pensais toujours que ça Non, allait être... je comptais digitaliser, mais pas maintenant. Oh, ok. Pas maintenant. Donc, j'ai carrément pris janvier, février avec mes amis stratèges, défini une stratégie, des plans. Ouais. Parce que l'idée pour nous cette année, c'était de prendre toute la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vous avez combien d'écoles avec qui vous bossez? Donc, on a les écoles catholiques. Donc, avec les écoles catholiques, on fait ce qu'on appelle l'école des parents. Ouais. Donc, c'est une plateforme de formation pour les parents. D'accord. L'idée, c'est de les conforter dans les rôles des parents. Dire que non, ne fuyez pas. Parce que beaucoup ont fui. Okay. Ils trouvent que c'est trop difficile. Donc, l'idée, c'est de leur dire non, ne fuyez pas. Donc, les rassurer. Ensuite, leur dire non, mais ce n'est pas fini pour vous. Vous avez toujours la possibilité de rattraper vos enfants, même si vous pensez qu'ils sont perdus. Donc, faire une analyse diagnostique pour voir exactement à quel niveau ils sont dans la communication, dans l'amour, dans la relation avec les enfants. Et enfin, leur donner des outils. D'accord. Des outils qui leur permettent de travailler sur eux-mêmes. De deux, de comprendre les comportements de leurs enfants. Et de trois, de véritablement les accompagner. Soyons pratiques. J'aime bien tout ça. Donne-moi 2-3 astuces, ou 2-3, j'allais dire techniques, ou 2-3 méthodes qui permettraient à parents qui se sont dépassés par son enfant aujourd'hui, parce que réseaux sociaux, parce que... je dis toujours que les réseaux sociaux, c'est pas ce qui amène la personne à faire telle ou telle chose. Ça révèle juste ce qu'elle est. C'est ce que moi je pense. Maintenant, il y a des parents qui pensent que, ok, c'est les réseaux sociaux qui font ça. Ouais. Qui rendent leur enfant X ou qui rendent leur enfant Y. Comme tu l'as dit, vous avez des méthodes pour ne pas que ces parents-là se disent ok, c'est trop tard ou je vais lâcher l'affaire, machin et tout. Est-ce qu'il y a 2-3 choses qu'ils pourraient mettre en pratique dès maintenant et se dire pour pouvoir commencer à rattraper la chose? D'accord. Alors, tu sais, pour moi, le
Le comment, ce n'est pas le plus important. D'accord. Tu vois, j'ai fait sortir un e-book pour les parents, par exemple. Mon enfant est paresseux. Oui, mon enfant est paresseux. Et puis, il y a un autre aussi qui disait mon enfant n'a pas la moyenne 10 questions à se poser. C'est très bien ça. Tu vois? Alors, quand un enfant n'a pas la moyenne, généralement, les parents, ils sont dépassés. Ils disent, mais qu'est-ce qu'on va faire? Tu vois? Je dis, non, ce n'est pas la bonne question. Parce que tu sais, le mental, lorsqu'on le lit, on ne voit pas la bonne information, il ne nous donne pas une bonne réponse. Oui. Tu vois? Donc, mais qu'est-ce qu'on fait? Ou bien pourquoi il n'a pas eu la moyenne? Si on commence à se poser des bonnes questions, on aura les bonnes réponses. Donc, par exemple, mon enfant qui va sur Facebook, tu vois, par rapport à ce que tu donnes, c'est de savoir, mais qu'est-ce qui fait qu'il va sur Facebook? Tu sais, il y a ce qu'on appelle le cercle d'appartenance. C'est quoi? Le cercle d'appartenance, c'est le cercle qui regroupe tous les besoins d'un enfant. D'accord. Et dans ce cercle d'appartenance, le premier cercle, c'est le cercle de sécurité. Ok. Est-ce que l'enfant, il se sent en sécurité avec ses parents? Et quand je parle de sécurité, je parle de est-ce qu'il ressent l'amour? Est-ce qu'il se sent compris par ses parents, etc. Donc, si on se pose la question de savoir, mais quand il va sur Facebook, là, qu'est-ce qu'il va faire? Ça nous permet derrière de pouvoir savoir quel est le manque. Quel est le manque qu'il va chercher sur Facebook? D'accord. Un enfant et ça, moi, j'ai déjà rencontré ce genre de situation-là. On dit l'enfant ne le voit nulle part dans la pièce, dans la maison. Il est caché quelque part sur son smartphone. Mais s'il ne peut pas parler avec quelqu'un, s'il a l'impression que tout ce qu'il dit crée la Troisième Guerre mondiale, mais si Facebook, il a ces gars là-bas qui parlent comme lui. Mais, yo, Yannick, c'est comment? Yo, le gars, il est fort. Mais tu vois, à la maison, quand il dit ça, on dit, mais tu es mal poli. Mais tu m'arrêtes ça. Tu vois, donc, le besoin d'appartenance, c'est important aussi. Parce qu'appartenance, tu vois, si tu prends un petit Américain, depuis qu'il est petit, on lui dit, tu es le maître du monde. Il est convaincu de ça. Et tous sont convaincus. Donc, même il a 8 ans, il se retrouve devant quelqu'un de 50 ans, il est convaincu qu'il est le maître du monde. Donc, tu vois, ça, c'est l'appartenance. Donc, est-ce qu'on se sent bien avec un tel groupe? Et la semaine, je suis passé, donc j'ai animé une formation en ligne où j'expliquais aux parents que si vos enfants sont toujours dehors, si vos enfants sont toujours connectés, c'est qu'il leur manque quelque chose. Tu penses? Cette conversation qu'on a, est-ce que la maison est un lieu où quand il se trouve, il est heureux? Parce que tu es d'accord avec moi qu'on aime aller là où on est en sécurité, là où on se sent aimé, là où on a la possibilité de parler, là où on se sent valorisé. Mais sur Internet, on se sent valorisé. Tu vois, parce que c'est ça la magie en fait sur Facebook. Quand tu regardes les posts des enfants, quelqu'un a posté quelque chose, chacun donne ses commentaires, et puis on dit, mais Yannick, non, mais ta réponse, elle est magnifique. Mais en fait, moi, j'ai pensé à telle chose. Et puis tu vois, c'est amusant. Donc, est-ce que la maison est un lieu sécurisant? J'entends, je comprends. Tu vois? Donc ça, après, il y a plusieurs activités, par exemple, que nous on fait. D'accord. Par exemple, si c'est avec des enfants, les tout petits de 4 à 11 ans, on demande généralement aux parents de prendre le temps d'expliquer à l'enfant. On pense qu'ils ne comprennent pas, mais c'est faux. D'expliquer à l'enfant que nous sommes là pour lui. On prend des moments où on devient enfant. Donc, on descend, hein, on se couche à terre avec lui. On s'amuse avec lui. On se couche à terre aussi. Oui, on s'amuse avec lui. Ouais. Tu vois, on établit des routines, par exemple, à la maison, qui permettent à l'enfant de comprendre comment ranger ses affaires, tout ça. Mais tu vois, c'est depuis qu'il est petit qu'on lui apprend ça. Donc ça crée des routines où il comprend que papa, maman, là, ce qu'ils disent, c'est pour moi. Par exemple, pourquoi on ne doit pas mentir? Yannick, tu vois, si toi tu me dis, alors moi je pense qu'on ne doit pas mentir, l'enfant n'est pas trop sûr. Tu vois, mais je peux aller sur Internet où je peux retrouver des petites vidéos où on peut faire de la recherche sur le mensonge, qu'est-ce que le mensonge il fait, etc. Tu vois, quand l'enfant il lit ça, il dit, non, mon papa il est bien. Tu vois, comme il ne veut pas, même pas que je mente, tu vois, il trouve toutes les ressources qu'il faut pour moi, pour que je comprenne le pourquoi et le comment de cette question. Mais généralement, nous, on donne des ordres à nos enfants, on dit non, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Mais il ne comprend pas. D'accord. Or, s'il ne comprend pas, il ne va pas se sentir engagé. Et donc, il ne se sent même pas impliqué par l'affaire. C'est les gens qui te diront, oh, mais ça, ce sont des trucs de blanc, ça. Comment tu réponds à ça? Non, moi, j'ai une réponse. Ok. Non, toute faite.
Alors, je leur demande, ok, c'est super, ça c'est bleu blanc, mais ce que tu fais depuis, est-ce qu'on a du résultat? Tout de suite, il dit non. Hein. Ah, mais je vais le chicoter, c'est tout. Oui, maintenant, quand tu le chicotes. Oui, effectivement, non. J'ai déjà eu ce cas-là. J'en suis sûr. Tu vois, un monsieur qui me dit, monsieur Semble, non, laissez faire des palais, lui, là. Il dit, moi, je suis un militaire. Donc, quelqu'un, je l'attrape. Tu vois, je le non, on se bat, hein. On se bat. Ouais. Hein? On se bat. Et puis, quand il a fini de parler, il a souri. Et puis, il dit, mais papa, est-ce que tu as du résultat? Il dit, voilà, c'est ça même. C'est ça, je ne comprends pas là. Il dit, ok, maintenant, moi, je sais que le principe de la performance dit que si quelque chose ne marche pas, il faut changer. Ouais, c'est mieux. Tu vois? Ouais. Non, il faut changer. Parce que moi, avoir raison, ce n'est pas important pour moi. Mais avoir du résultat, c'est important pour moi. Dans les groupes que tu fais avec les parents, est-ce qu'ils sont formés aussi, les parents? Puisque tu vas parler avec des gens qui, depuis leur naissance, ont été formés comme ça par leurs parents, par leurs grands-parents. C'est-à-dire que c'est les grands qui... Enfin, c'est l'adulte qui a raison tout le temps, même si peut-être il a tort, et tu ne vas pas forcément parler... Tu ne vas pas forcément contredire. Donc, pour que ta méthode, elle fonctionne, je suis persuadé que elle doit fonctionner. Mais il faut que tu aies des parents qui soient coopératifs. Quand je dis coopératif, ce n'est pas juste de dire oui, mais c'est d'appliquer aussi. Donc, ta difficulté, elle est double finalement. Puisque tu as l'enfant, effectivement, que lui est en train de se former, et tu as un parent qui, lui, est formé depuis longtemps à une certaine méthodologie, à un certain système. Et moi, mon analyse à moi, c'est que la raison pour laquelle ton enfant est comme ça, même s'il passe beaucoup plus de temps à l'extérieur, puisque véritablement il est plus à l'école ou plus sur son téléphone, mais c'est de ta responsabilité, c'est toi qui l'as élevé. Donc comment tu fais pour gérer le militaire, par exemple? Parce que, ok, ouais, j'ai pas de résultat, mais il a tellement été formé comme ça. En plus, il a été dans un métier qui est juste... ok, tu obéis. Ouais, exactement. Comment tu... Je dis pas que tu dois le changer, mais quel outil tu peux lui donner à lui pour qu'il se transforme? C'est ça. Alors, tu sais, il y a deux choses. Là, tous les thèmes que je vais développer en 2020, ouais. Les thèmes qui parlent des parents, je complète au 21e siècle. Ok. Tu vois? Parce que les enfants d'avant et les enfants d'aujourd'hui ne sont plus les mêmes. Tu penses? Tu vois, on avait la bosse. C'est quoi la bosse? On aimait étudier. Ah oui, tu vois, avant, on voyait les enfants qui étaient très bien éduqués. Mais tu vois, c'est la société qui favorisait cela. Tu vois, il y a ce qu'on appelle la dynamique motivationnelle à apprendre. Donc, quels sont les éléments qui amènent un individu à apprendre? Il y a la société, il y a la famille, il y a l'État, il y a tout ce, il y a le quartier, la commune, etc. Mais Yannick, tu vois, quand tu vois le modèle de vie des personnes du passé, tu vois, toute la communauté éduquait l'enfant. Ouais. C'est-à-dire, les parents eux-mêmes étaient des modèles. Quand tu allumes la télévision, tu avais des émissions de qualité. Tu vois, les programmes télévisés où il y avait la violence, le viol, tout ça, ça ne s'était pas donné à tout le monde. Même s'il y avait, on ne regardait pas. Même s'il y en avait. Même si on avait, on ne regardait pas. Moi, je me souviens, dès que tu voyais quelqu'un qui commençait à s'embrasser un peu, tout le monde faisait semblant de regarder. Tu vois, non? Donc, tu vois? Ouais. Et il y a un grand frère qui me disait, qui est plus âgé que moi, il me disait que lui, il habitait à Djamé, au 220 logements. Et il y a une de ses amies qui a eu la chance de partir en France pour étudier. Ouais. Et quand elle revient des vacances, elle porte une jupe mini. Okay. Une jupe mini, et puis elle sort avec ça. Mais toute la cité l'a chicoté. Tous les parents qui l'ont rencontré l'ont chicoté. Et le soir, quand son papa est revenu du travail, il est revenu avec 2 amis. Et donc, il arrive à la maison, sa femme lui apprend que les gens du quartier ont chicoté ta fille. Parce que voici comment elle était habillée. Les 2 personnes qui ont accompagné son père là l'ont chicoté, plus le père, 3 personnes. Tu vois? Parce que l'éducation était vraiment à l'honneur. Quand tu vois la qualité d'expression des personnes dans les rues, etc., il y a des choses qu'on ne pouvait pas se permettre. Et les parents avaient la clé de l'information. Les parents avaient la clé de l'information. Donc, le parent pouvait décider exactement quand est-ce qu'il parle de sexe à son enfant, quand est-ce qu'il parle de ceci à son enfant, quand est-ce qu'il parle de cela à son enfant. Donc, il avait la clé de la connaissance. Mais Yannick, aujourd'hui, tu vois, avec 50 francs, 100 francs même, on souscrit Internet et on a l'information à gogo. Absolument. Tu vois? Mais le problème avec ça, est-ce qu'on a la bonne information?
Donc, du coup, tu vois, si on reste encore dans nos manières, ou bien dans le mode dans lequel on nous a éduqués, tu vois que Yannick, on est dépassé. Il faut attendre peut-être 14 ans pour parler de sexualité à son enfant. Il faut attendre peut-être 10 ans pour commencer à envoyer l'enfant, lui demander de faire la table. Tu as perdu. Parce que, tu vois, lui, il y a longtemps qu'il a l'information, en fait. Absolument, ok. Et ce n'est pas de l'information de qualité. C'est pourquoi moi, tu vois, mon slogan avec les parents, c'est dit comment devenir un parent au 21e siècle. Donc, tu vois, quand je me retrouve en face d'un parent, je lui dis, tu sais, mon problème à moi, ce n'est pas d'avoir raison. Je ne cherche pas à savoir qui a raison, qui a tort. Mais moi, je cherche à avoir du résultat. Donc, si on n'est pas engagé à avoir du résultat ensemble, alors moi, ce n'est pas la peine. C'est vrai que tu vas me payer, c'est beaucoup d'argent, mais ce n'est pas la peine. D'accord. Parce que moi, j'ai un défi des résultats. Moi, je ne cherche pas à avoir raison. Et quand tu dis ça aux parents qui veulent vraiment avoir du résultat, lui-même, il s'analyse et puis il dit, mais si j'ai appelé le monsieur, c'est parce que je n'ai pas de résultat. Donc, qu'est-ce que je fais? Mais c'est difficile, effectivement, parce que tu vois, il a été éduqué comme ça, il a grandi avec ça, et depuis fort longtemps, il transmet ces mêmes choses à son enfant. Et après, Son enfant est le résultat de son éducation à lui. tu vois, non? Mais après, il voit qu'on n'est pas en train d'avoir le résultat qu'il faut pour permettre à l'enfant de grandir vraiment de façon très responsable. Donc, généralement, quand ils viennent et que tu finis de leur apprendre ça, la responsabilité et le fait d'avoir du résultat, ils se disent, OK, je suis à ton école, non, mais il faut me dire. Mais ce n'est pas facile parce que souvent, l'ancien mode revient. Donc, c'est tout un travail. C'est pourquoi je dis, nous, on travaille sur deux personnes. Le parent lui-même, parce qu'il faut qu'il comprenne d'abord la psychologie qu'il doit avoir au 21e siècle. Et quand il a compris ça, ensuite, il doit faire un deuxième travail, comprendre la psychologie de son enfant au 21e siècle, qui est déjà hard. Hein? Donc, lui, technologie, non, lui, il a l'information de qualité. À gogo, pardon, voilà. mais pas de qualité. Donc, après, tu vois, quand je comprends que je ne dois pas faire de réserve sur certains sujets, tu vois, je mets en place une routine qui me permet de rentrer d'abord en connexion avec mon enfant. Et quand je rentre en connexion avec mon enfant, ça me permet de comprendre quels sont les défis qu'il rencontre et quelles sont les informations qu'il a eues. Là, je suis en train d'écrire, par exemple, un livre sur la drogue. Tu vois, je me suis attaqué à cette question cette année et une enquête a montré que 93% des écoles en Côte d'Ivoire, et moi, j'ai demandé à mes amis qui sont partout en Afrique et dans d'autres pays, ils disent qu'ils ont ce même problème-là. Mais beaucoup d'enfants touchent à la drogue aujourd'hui, pas parce qu'ils veulent toucher à la drogue, mais n'ont pas la bonne information sur la drogue. Non, même pas la bonne information. Et quand tu leur demandes, mais pourquoi? On dit non, mais drogue, là, on dit quand tu prends, tu es inspiré. Je suis partagé sur ça. Tu vois, donc l'idée... Attends, je te coupe rapidement. Je te dis, la raison pour laquelle je te dis que je suis partagé sur ça, par exemple, ce problème-là, qui est très réel de drogue, j'arrive pas, et moi, je suis nouveau parent, d'accord, mais j'ai que des bébés. Mais j'arrive pas à comprendre que tu puisses dire, ton enfant sait la différence entre le bien et le mal. À un certain âge, arrivé à un certain âge, je parle des gamins qui sont au lycée, ils savent la différence entre le bien et le mal. Donc, à un moment donné, certains parents éventuellement s'auto-flagellent, entre guillemets, en se disant pourquoi j'arrive pas à faire que... À un moment donné, ton enfant, il est arrivé à l'âge où effectivement, il ne t'écoute plus. Aujourd'hui, effectivement, c'est la drogue. Je pense que c'est l'une des pires choses qui peut arriver. Ouais. Après, en ton temps, qu'est-ce que toi, tu faisais? Je ne dis pas que c'est de ta faute, hein, mais il est arrivé à l'âge de la rébellion. Donc, c'est vraiment là qu'il va falloir commencer à être un peu plus souple. Ouais. C'est même plus souple, c'est-à-dire à s'adapter à lui maintenant. Tu lui as donné tout ce que tu devais lui donner normalement depuis qu'il est né. Donc, maintenant, il est arrivé à un certain âge où il commence à effectivement montrer les muscles. Garçon, fille, donc ce problème de drogue, ton enfant sait la différence entre le bien et le mal. Même quand les gars disent, il sait. Maintenant, est-ce que tu dois l'isoler ou pas? Je ne sais pas, je ne suis pas dans cette situation-là. Je pense que chaque cas, ou en tout cas des professionnels peuvent en parler beaucoup plus que moi. Bien sûr. Mais c'est pour ça que je dis, je suis assez partagé sur D'accord. cette chose. Tu vois, Yannick, ce qui fait que nous, on arrive à bout de tous les challenges qu'on rencontre. Tu sais, moi, quand un parent m'appelle, ou une école m'appelle, quand je suis dans le véhicule pour me rendre chez le client, je ne mets jamais en tête que je vais régler un problème. Tu vois? Mais je dis, je vais juste faire des ajustements.
Tu vois? Parce que j'ai compris avec le travail que je fais que il y a des choses qu'on pense que les gens doivent pouvoir savoir par rapport à leur travail, à leur âge, etc. Mais c'est une arnaque, en fait. C'est faux. Alors, si on commence à penser ça, on ne peut pas être souple envers certaines personnes. D'accord. Donc, il y a des choses qu'ils ne savent pas. Même pour les parents. Tu sais, souvent, quand je prends un parent en entretien, il dit non, mais il semble j'ai tout fait, mais je ne. Il dit, ah, tu as tout fait. C'est magnifique. Ok, alors, viens, on va challenger ce que tu as déjà fait. Tu vois? Et puis, quand on finit le process, le parent se rend compte qu'il a fait beaucoup de choses, effectivement, mais n'a pas fait la chose la plus utile. Mais ce n'est pas de sa faute. Mais il ne savait pas. Il n'est pas spécialiste, il ne savait pas. Et puis, il n'a jamais écouté ça quelque part. Donc, moi, le parent, il a la capacité d'élever son enfant, mais c'est simplement qu'il y a des choses qu'il ne sait pas. Il faut que moi, je te donne un exemple simple. Là, j'étais chez ma tante, et puis, on avait une servante, une dame qui venait travailler. Une dame, elle avait un enfant, tout ça. Et puis, donc, ma mère s'étonne qu'elle vienne du boulot, et puis, il y a certaines tâches qu'elle n'a pas fait. Elle se plaint, mais des choses bizarres, hein. C'est-à-dire, souvent, elle enlève la viande au congélateur, elle met dans une cuvette. Donc, elle s'est dit en principe, quand la dame va voir ça, elle doit pouvoir dégivrer, découper, tout ça. Mais elle revient et puis elle trouve ça. Elle est énervée. Et puis, tu sais, un soir, moi, je lui ai dit, tu sais, maman, moi, je te respecte, mais ce qui te fatigue, tu penses que la dame, elle sait qu'elle doit faire ça. Elle dit non, mais c'est son travail, elle est nounou, elle est servante, on l'appelle pour ça. Elle dit oui, je suis d'accord. Mais tu sais, tu travailles, non? Elle dit oui. Elle dit ok, super. Tu vois, quand tu as commencé à travailler là, il y a 2 documents que tu as signés. Elle dit deux documents. Elle dit oui, quand tu devais travailler là. Elle dit oui, je vois le règlement intérieur. Elle dit ah, tu as lu ça? Tu as signé. Maintenant, est-ce que tu penses que c'était mauvais? Toi, tu es adulte. Toi, tu sais ce qui est bien pour une entreprise, pour ton travail, etc. Est-ce qu'on a besoin de te dire comment se comporter ici? Elle dit non. Mais tu as lu ça quand même. Tu as signé. Et là, c'était la condition même en plus. Si tu n'es pas d'accord avec le règlement, tu fous le camp. C'est le contrat. Deuxième document que tu as lu la fiche de poste. Attends, quand ils ont fait l'annonce là, tu as vu que c'était le travail que tu devais aller faire, non? Donc, est-ce que tu ne savais pas ce que tu devais faire? Elle dit si, mais on t'a fait lire ça. Et puis, on te demande même régulièrement lors des réunions de lire ça, pour te rappeler. Et puis, souvent même, le patron, il te dit, ah, mais il y a telle chose que tu n'as pas encore réussi à faire. Et ça, c'est vrai. Il dit donc, la dame, tu vois, tu penses que par rapport à son âge, elle doit pouvoir savoir ça. Donc, voilà ce qu'on va faire simplement. Tu prends une feuille, tu écris tout ce que tu veux qu'elle fasse, et puis tu colles ça sur le frigo, le congélateur. Donc, comme tout le monde passe là, c'est accessible à tout le monde, donc elle va voir. Elle dit non, elle ne peut pas. Il dit d'accord, moi je vais faire ça. Et puis après, elle a dit bon, elle va faire. Elle prend la feuille, elle écrit, et puis elle a sauté certaines parties. Donc, par exemple, balayer la cour, balayer le salon, dépoussiérer la télévision. Elle dit c'est évident. Elle dit non, pardon, il faut écrire ça. Mais tu sais, Yannick, depuis qu'elle a fait ça, il n'y a eu plus de problème. Il ne peut pas. C'est écrit noir sur blanc. Il y a une expression qui dit les paroles s'envolent, les écrits restent. Tu vois, non? Donc, l'idée pour moi, ici, c'est que les parents ils font beaucoup de choses. Et là, moi, je les félicite. Grande félicitations à tout ce qu'ils font. Mais tu vois, souvent, ce n'est pas la bonne chose. C'est ça que nous, on sait. Okay. Donc, l'idée pour nous, c'est de leur montrer quelle est la bonne chose. Et puis, souvent, ils font des choses un peu trop compliquées même, par rapport à ce qu'on leur demande de faire. Tu vois, mais qui ont des résultats. Tu vois, donc l'idée pour nous, même ceux qui touchent à la drogue, on pense qu'ils savent, mais ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Moi, j'ai désintoxiqué plein de jeunes. Tu vois, j'ai créé la fondation Talentedness justement pour lutter contre la drogue. Je disais à un président d'université que les étudiants, ils ne savent pas les conséquences de la drogue. Ils ne savent même pas ce que c'est la drogue. Il dit non, Frédéric, tu me racontes n'importe quoi. Il dit d'accord, on va faire une conférence ici. Et tu sais, le thème de la conférence, c'était quoi? C'est quoi la drogue? La vérité sur la drogue. Okay. La vérité sur la drogue. Tu vois, 3500 étudiants dans une salle, dans un amphi. Et puis, je pose la question. Il dit, bon, la drogue, là, mais c'est quoi? Mais la définition, les gens, ils ne savent pas. Parce que le truc, tout à l'heure, je parlais d'information. Le truc, c'est qu'il y a beaucoup d'informations sur la drogue, mais ce n'est pas de la bonne information.
Et c'est ça que les enfants consomment. Et aujourd'hui, si tu regardes les sites d'information, ce sont les dealers eux-mêmes qui vont écrire ça. D'accord. Bien sûr, nous on a vérifié ça. Ok. Donc les enfants ont beaucoup d'informations sur la drogue. Malheur, c'est pas de la bonne information. Ok. Donc après, derrière, il faut faire une sensibilisation pour expliquer. Nos enfants ne savent même pas pourquoi ils vont à l'école. Souvent, ils me demandent, mais pourquoi lui, il ne va pas en classe? Il est payé, il est dans une grosse université, il monte en voiture, il a petit déjeuner 10 000 par jour, mais il ne va pas à l'école. Il dit, mais est-ce qu'il sait pourquoi il va à l'école? Et j'ai même dit au président là, de l'université qu'il ne sait pas pourquoi il vient. Il dit, non, mais frère, arrête de te foutre de ma gueule. Ils sont en licence, ils sont en master, mais ils sont à l'université, l'école coûte 4 millions, 5 millions. Ils savent. Il dit, d'accord, on va faire un test. Parce que ça, c'est un test qui est fait chaque année. D'accord? Donc, je demande aux étudiants, mais pourquoi vous venez à l'école? Mais c'est une question qui paraît bête, hein, Yannick. Mais tu vois, quand tu la poses, ça devient sérieux. Et je demande aux étudiants de me répondre en 30 secondes pourquoi ils viennent à l'école. Et tous, ils disent que c'est pour venir, c'est pour réussir. Il dit, super. Alors, réussir, c'est quoi? Il dit, non, réussir. Bon, monsieur, vous voyez, par exemple, ici en licence, non? Hein? Bon, il va avoir ma licence. Il va aller travailler, faire un stage. Mon stage, assis à 100 000, 200 000, c'est bon. Tu vois, et puis ils vont m'embaucher. Et puis bon, quand ils vont m'embaucher, il va y avoir 700 000, 800 000. Tu vois, il va y avoir une voiture, il va y avoir une maison, une petite chérie. Tu vois, ça c'est réussi. Il dit, ah, ça c'est super, c'est super. Maintenant, dis-moi, s'il y avait un autre moyen d'avoir tout ça, tu ne viendrais pas à l'école, il est bloqué. Il dit, ah! Et tous ces conseils répondent, ah! Je dis, c'est vrai. Hein? Donc, ils ne savent pas en fait. Maintenant, quelqu'un qui ne sait pas, il ne peut pas s'engager. Parce que tout à l'heure, tu l'as dit, la vision, elle est floue. On ne sait pas où on va. Donc, du coup, on n'arrive pas à calculer l'énergie, le temps qu'il faut pour. Tu vois? Donc, nous, notre objectif, c'est vraiment ça. Les gens ont les capacités. Tu vois? Les élèves sont intelligents. Moi, je suis convaincu de ça. Les étudiants, ils sont magnifiques. Les parents ont la capacité d'éduquer les enfants. Seulement, il faut leur montrer la bonne chose à faire. Absolument. Ouais. C'est sur ça qu'on va terminer plutôt. Ouais. Fréjus, ça m'a fait super plaisir. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver? Je suis plus virtuel. Super. Ouais, plus sur Facebook parce que chaque jour, nous, on publie du contenu. C'est quoi tes réseaux sociaux? Fréjus Amblé, Facebook. Okay. Et puis, je suis sur LinkedIn. Fréjus Amblé également. Okay. Dans 3 semaines, on aura le plaisir de lancer le blog Fréjus Amblé avec des formations en ligne directement à cause de la crise. Puisque là, certainement, tu as remarqué en ce moment, je suis sur un parcours international avec des coachs à l'international. Pour aider véritablement les personnes à vivre avec ce confinement-là. Les managers, formation des managers, etc., formation des parents. Donc, moi, c'est demain que je passe. D'accord. Donc, je vais encourager les gens à aller sur ma page pour voir la fiche et s'inscrire. C'est gratuit. Tu vois, donc nous, on sera vraiment de façon très digitale. D'accord. Voilà. Et il y a mes numéros qui sont sur mes pages que les gens peuvent toujours contacter avec. Tu vois, quand tu m'as contacté, ça n'a pas duré. Hein. Non. Voilà. C'est bon. Donc, Facebook, LinkedIn. Fréjus Amblé. Oui, Instagram aussi, Fréjus Amblé. Twitter, Fréjus Amblé. Yes. Bah, écoutez, vous avez toutes les informations. Ouais. Écoutez, c'est la fin de ce nouvel épisode. L'Espérance Yannick Yao. J'espère que vous avez autant apprécié que moi j'ai apprécié. Et je vous dis à très bientôt. Hey YouTube, ici Yannick Yao. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Tu peux t'abonner en cliquant ici pour recevoir les nouvelles qui seront publiées et aussi cliquer ici pour voir l'une des vidéos récentes qui sont assez constructives à mon avis. Allez, à très bientôt.